On était dans un monde complètement différent. Je me souviens à l'époque, l'électricité n'existait quasiment pas. On avait de l'eau 2 heures par jour et il n'y avait pratiquement rien. Sur le fleuve, on était quasiment à l'arrêt, hein. C'était le Moyen-Âge, donc il fallait faire quelque chose, il fallait trouver la bonne structure. À l'est ou au centre, donc Cayenne, tout était pratiquement organisé, alors que ici, c'était encore, je dirais, sauvage. Dire que tout est prioritaire n'est pas un pis-aller, car en effet, tout est prioritaire. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas la notion de l'Ouest, on parlait des communes de l'intérieur. Prendre une carte de la Guyane, puis tracer en son milieu une ligne qui court de haut en bas sur une pente légèrement incurvée. On obtient ainsi deux parties presque égales. L'Ouest occupe 49% du territoire sur une étendue de 41 000 km². Entre fleuves, forêts et môles granitiques, on trouve la plus grande commune de France et l'une des plus infinitésimales densités de population. 0,03 habitants au km², commune de Saül. Ainsi se présente le périmètre de la CCOG, première organisation intercommunale de Guyane à avoir vu le jour, qui englobe les communes d'Apatou, Awala Yanimapo, Grand-Santi, Mana, Maripasoula, Papaïcheton, Saint-Laurent-du-Maroni et Saül. Population 87 849 habitants. Cela, c'est aujourd'hui, mais il y a eu un avant. Il faut se rappeler que la première intercommunalité de Guyane, d'ailleurs, c'était la CCOG, et qu'à l'époque, la CCOG, c'était 11 communes, et non 8 communes, comme c'était le cas. À l'époque, nous avions Sinamari, d'où la présence effectivement d'Élie Castor dans la discussion. Nous avions aussi Saint-Élie, avec M. Ringuet, et nous avions Irakubo. Nous étions 11 communes, et ce n'est que quelques années plus tard qu'il y a eu une scission où les 3 autres communes nous ont quittés. L'histoire de la CCOG commence à la fin du siècle dernier. Nous sommes en 1992, 2 ans avant l'acte de naissance officiel. Les pères fondateurs sont au nombre de 4. Élie Castor, député maire de Sinamari, président du conseil général. Georges Otili, sénateur, conseiller général d'Irakubo et président du conseil régional en fin de mandat. Léon Bertrand, député maire de Saint-Laurent, et Georges Patient, alors maire et conseiller général de Mana. Les miettes allaient vers le reste du département et cette idée nous est venue de créer la CCOG alors que nous avions des obédiences politiques complètement différentes. Nous étions tous imprégnés par l'idée qu'il fallait faire quelque chose pour ces communes du fleuve. Ce qu'on voyait nous en tant qu'administratifs de la CCOG, c'est qu'il y avait avant tout une volonté de se mettre ensemble pour pouvoir demander aux services de l'État et aux grandes collectivités d'intervenir sur l'Ouest. La CCOG a un objectif premier, celui de la solidarité. Affaire de sensibilité politique autant que de personnes, le rapprochement entre les tenants du parti dominant de l'époque, le PSG, et la droite incarnée par le député maire de Saint-Laurent n'allait pas de soi. Dieu seul sait qu'Élie Castor a été pour moi un adversaire politique farouche. De même, Georges Patient. À cette époque, justement, il y avait des oppositions fortes entre ces fondateurs historiques. Donc il y avait d'un côté Léon, mais entre Georges Otili et Élie Castor, c'était quand même déjà le début de la discorde. Mais bon, tous nous avions la même idée qu'il fallait faire quelque chose pour cette commune du fleuve. Nous étions prêts à aller au-delà de nos convictions politiques. Donc on était complètement différents dans la politique, mais l'intérêt général de cette partie de la Guyane nous commandait de nous retrouver ensemble pour pouvoir corriger le déséquilibre. À cette époque, Alberic Bent, jeune turc du monde agricole, faisait ses premières armes dans l'arène politique. Même si on n'était pas tous du même bord politique, mais une fois les élections terminées, qu'il fallait qu'on puisse se mettre au travail pour permettre que nos régions, nos communes, puissent pouvoir avancer. Il y avait un grand principe qui existait entre nous, qui était celui de la solidarité. La CCOG s'inscrit dans la logique qui a motivé sa création.
La mutualisation des ressources regroupées dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale lui a conféré une dimension stratégique. Elle lui a ouvert des capacités opérationnelles qui en font le principal acteur du développement de l'Ouest guyanais. Le 1er janvier 2017, la CCOG s'est vue attribuer les compétences liées au secteur du tourisme. Issue de la nouvelle organisation territoriale de la République, celle-ci s'insère dans un cadre défini par 4 grands domaines d'intervention que sont l'aménagement du territoire, le développement économique, la gestion du port de Saint-Laurent et le traitement des déchets. Si les règles communes de gestion et d'administration s'appliquent de plein droit, les caractéristiques du territoire de la CCOG appellent des adaptations, voire davantage. Étant donné que le territoire de la CCOG, aujourd'hui encore, correspond à près de la moitié de celui de la Guyane, sa population est à plus de 83 000 habitants. Donc on voit bien que le fait d'exercer des compétences et de vouloir y répondre sur un tel territoire demande des défis, à répondre à des défis considérables. À partir de 2000, il y a eu vraiment la transformation de la CCOG pour aller vers des projets de territoire, donc aussi bien au niveau des services publics, les déchets, l'électrification, le développement économique. Donc on est passé d'une construction qui était liée sur un rééquilibrage à une construction sur maintenant un projet pour un territoire. L'intercommunalité est un véritable outil, je dirais, au service des communes. Parce que, avant tout, il est question de mutualiser. Et c'est la mutualisation qui permet donc de se grouper et qui permet bien évidemment d'atteindre les objectifs respectifs pour chaque commune membre. On le trouve sur la droite, à 5 km du pont de Mana. Le pôle agroalimentaire, inauguré le 2 décembre 2016, est au centre d'une révolution à bas bruit de l'activité agricole dans la région ouest. Premier bénéficiaire, les éleveurs. Avant sa création, les éleveurs de l'Ouest guyanais devaient aller jusqu'à Cayenne pour transporter leurs animaux et puis repartir 2 jours après avec des camions frigorifiques pour ramener les carcasses dans l'Ouest. Aujourd'hui, les éleveurs peuvent abattre et commercialiser leurs animaux et leurs viandes dans l'Ouest guyanais. Donc au niveau de l'abattoir, on a un premier élément structurant de la filière élevage. Il faut savoir d'ailleurs qu'on s'est battu pour qu'il puisse exister, parce que pour beaucoup, il ne fallait pas un deuxième abattoir. On estimait que celui qui se trouve dans l'île de Cayenne était suffisant. Alors on ne peut pas imaginer que faire partir des agriculteurs de Mana, de Saint-Laurent, d'Apatou, et puis de faire la route tout le temps pour aller faire abattre leurs animaux à Cayenne. L'abattoir de l'Ouest conjugue 2 facteurs qui sont aussi les indicateurs d'un développement hors norme. La sécurité sanitaire et une croissance des volumes traités à 2 chiffres. L'abattoir qui a démarré en 2014 a démarré avec un tonnage de 40 tonnes par an de carcasses. Aujourd'hui, nous sommes rendus en 2017, nous devrions atteindre quasiment les 100 tonnes. Donc en 3 ans, nous n'avons plus que doublé la production et nous espérons atteindre la capacité maximale de l'abattoir qui est de 150 tonnes par an d'ici 3-4 ans. Aujourd'hui, les éleveurs peuvent abattre et commercialiser leurs animaux et leurs viandes dans l'Ouest guyanais. Donc au niveau de l'abattoir, on a un premier élément structurant de la filière élevage. Le pôle agroalimentaire abrite une seconde structure orientée vers la transformation des produits agricoles. On a un petit atelier de transformation à usage collectif. Donc les agriculteurs, les transformateurs, les porteurs de projets viennent transformer des produits d'origine végétale en glace, confiture, jus, chips, etc. Ici, les gens peuvent à la fois trouver du savoir-faire, trouver des process, mais ils trouvent aussi une qualité sanitaire qui leur permet d'écouler leurs produits vers les supermarchés, les grandes surfaces, voire sur les marchés locaux. Et donc tout ça participe à la structuration des filières. Et au moment où je vous parle, nous avons de plus en plus d'acteurs qui utilisent cet outil et qui vendent des produits aussi bien au marché de Mana de Saint-Laurent que même sur l'île de Cayenne. Et aujourd'hui, nous avons environ 100 à 150 personnes qui sont passées pour des initiations, des formations. Et nous avons une petite dizaine de producteurs qui commencent à
à venir régulièrement et à transformer leurs produits avec des projets bien ficelés et qui devraient aboutir à des créations d'entreprises. Source de production et d'emploi, l'agriculture dans l'Ouest guyanais fait converger les approches qu'en ont le président de la CCOG et son prédécesseur. Les premiers résultats sont encourageants. Les jeunes qui sont employés viennent du lycée de Mana qui forment au métier de boucher. Des jeunes de la MFR peuvent utiliser ce biais pour s'installer et faire connaître leur production. Encourageant certes, mais ce satisfecit est assorti d'une recommandation. Il faut que progressivement ce pôle agroalimentaire arrive à trouver son équilibre. L'Ouest, grenier de la Guyane. La formule tient lieu d'ambition, voire plus. Et nous rêvons, au niveau de la CCOG, de créer un véritable pôle agricole d'excellence dans cette partie de la Guyane, puisque quand on regarde statistiquement le public des agriculteurs, la plus grande partie se trouve chez nous. Lorsque la CCOG devient autorité portuaire en 2014, elle acquiert un statut d'opérateur de dimension internationale. Cette vocation est inscrite dans son plan stratégique. Celui-ci prévoit également d'innover dans des modes et systèmes d'organisation innovants appliqués à une configuration particulière. On peut parler de 3 terminaux portuaires. Il y a un port piroguier, il y a un port lié à l'activité fluviale pour l'appontement de la cale du bac international et un port de commerce qui reçoit des navires de mer avec un statut un peu particulier puisqu'on reçoit des navires de mer sur un port intérieur. On a un statut fluvial, on ne parle pas de grands ports mais on parle plutôt de ports de l'Ouest guyanais avec une appellation qui est liée à son propriétaire qui est la communauté de communes de l'Ouest guyanais. Comme l'ensemble des secteurs d'activité, le port de l'Ouest suit une évolution dont le rythme est indexé de façon mécanique à l'extraordinaire poussée démographique de l'Ouest guyanais. Rien que la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, en 2030, c'est-à-dire d'ici une douzaine d'années, nous estimons que nous serons la plus grande commune en termes de population de tout l'outre-mer, avec au moins à fourchette basse 135 000 habitants. On doit se développer parce qu'on doit répondre aux besoins de l'Ouest guyanais. Comme je le disais tout à l'heure, 2500 naissances par an, tous les 4 ans, 10 000 habitants. Ça signifie qu'il faut répondre aux besoins de construction, d'équipements publics. Donc il faut pouvoir amener de la marchandise au plus près de Saint-Laurent-du-Maroni, donc en passant par le port. Donc le port doit répondre. C'est même un enjeu, c'est même une urgence, on doit répondre à ce besoin. On a une fréquence mensuelle, un navire par mois qui décharge environ 1500 tonnes pour la zone du port de commerce. Sur la zone du bac international, nous avons des rotations programmées avec le bac international et les pirogues aussi qui livrent de la marchandise. On est sur des volumes de l'ordre de 5000 tonnes de marchandises. Donc l'un dans l'autre, on a un trafic qui est en perpétuelle croissance, mais qui est dans l'ordre de 20 000 tonnes annuelles. Arrimé sur les berges du fleuve Maroni, le port de l'Ouest a, au bout du chenal qui s'ouvre sur l'Atlantique, une vocation à confirmer. On peut accueillir des navires de mer à Saint-Laurent-du-Maroni à condition de respecter les conditions de navigabilité dans le Maroni, c'est-à-dire pouvoir passer pendant la marée avec une hauteur d'eau de 2 mètres plus la hauteur de marée. 90% du transport maritime se fait en conteneur et ce n'était pas la vocation première du port. Aujourd'hui, on doit répondre au trafic par conteneur. Nous pensons même d'ailleurs à un deuxième outil qui est celui du terminal portuaire qui va se trouver du côté de Margaux, permettant certainement au port actuel de devenir demain un port à vocation commerciale plutôt touristique parce qu'il est en plein dans la ville. Il existe une chronique récurrente qui fait état d'une sourde compétition entre le port de l'Ouest et celui de Degradé-Cannes. De fait, les éléments de comparaison rendent cet exercice caduque. Les deux entités fonctionnent sur des volumes sans commune mesure. Question d'échelle, donc. Nous avons signé une convention avec le port de Degradé-Cannes et nous agissons surtout en termes de complémentarité. Il y a des produits qui pourront arriver à Degradé-Cannes et qui ne viendront pas à Saint-Laurent et vice-versa. C'est beaucoup plus intelligent. L'implantation du futur Grand Port de l'Ouest a donné lieu à des échanges de points de vue qui n'ont pas toujours été concordants, jusqu'à ce que la logique dessine une solution qui les rapproche. Il y a un positionnement idéal qui serait un peu à l'embouchure de Mana, Awala et Saint-Laurent.
mais pas uniquement à Saint-Laurent, quand on connaît effectivement les nombreuses contraintes qui se posent. C'est normal en tant qu'ancien maire de Mana qu'il pense à l'estuaire. Moi, je pense un peu plus en amont, du côté de Saint-Laurent-du-Maroni. En tout cas, c'est vers ces lieux-là que va se situer le prochain port, qui sera un terminal ouest, c'est-à-dire un port pour la grosse marchandise, les hydrocarbures, le ciment, tout ce qui est métallique, la dynamique. La dynamite peut-être demain, si MDO se fait, c'est-à-dire la montagne d'or. L'un des grands chantiers de l'Ouest, présents et à venir, est sans aucun doute la collecte et le traitement des déchets. Entreprise dantesque qui relève du département environnement. Cette activité a demandé le déploiement de moyens exceptionnels. Pays de fleuves, de forêts et d'Inselberg, la Guyane a une morphologie qui impose des adaptations singulières. Le transport de matériel à destination de Maripasoula, Grand Santi, Papaïcheton ou Apatou a eu parfois des allures d'odyssée moderne. Nous sommes dans une situation où si nous ne faisons pas attention, l'intercommunalité risque de devenir un simple syndicat de traitement des déchets. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que nous avons des normes européennes que l'on exige par rapport au traitement des déchets, alors que les financements qui arrivent en face sont d'aucune mesure par rapport aux besoins. Un traitement aux normes européennes des déchets, il faut mettre ça de côté. Et puis surtout, la communauté de communes de l'ouest de la Guyane, c'est quand même la moitié du Portugal. Vous avez vu un peu l'immensité du territoire. Comment peut-on imaginer traiter les ordures ménagères comme si on les traitait à Cayenne et en même temps à Maripasoula, ou bien à Touanké, ou bien à Elaé? Ce sont des choses qui sont impossibles. Si nous avons suivi les principes normatifs français, ça aurait coûté une faillite financière, même si bon, les communes ne connaissent pas la faillite, mais on allait vers ça. Le principal théâtre d'opération se situe aux abords de Saint-Laurent. Le site de la décharge historique est devenu la vitrine d'une opération à ciel ouvert où des engins s'activent aux abords de fosses que jouxtent des grands panneaux inclinés. Alors ici, on se trouve sur le centre de stockage des déchets ménagers et assimilés de l'Ouest guyanais. On est sur la commune de Saint-Laurent, mais en fait, on y rassemble tous les déchets collectés sur les 4 communes littorales que sont Saint-Laurent-du-Maroni, Mana, Awala-Yalimapo et Apatou. Il faut savoir que le centre de stockage actuellement accueille environ tous les ans 13 000 tonnes d'ordures ménagères qui sont collectées 2 fois par semaine chez chacun des habitants. Ça, c'est une fraction des déchets collectés. On a toute une partie d'encombrants, qui sont tous les déchets autres que les ordures ménagères, et puis les déchets verts. Ce qui donne en gros un stockage annuel aux alentours de 18 000 à 20 000 tonnes. Étonnante correspondance qui relève d'un hasard total, le volume de déchets traités par le centre de Saint-Laurent correspond curieusement au volume de marchandises qui transitent par le port de l'Ouest. Cela posé, le procédé utilisé emprunte un processus qui repose sur la principale composante des déchets amenés sur le site, l'eau. Le principe qui a été choisi, c'est un procédé d'évapoconcentration. Il faut savoir que le jus de déchets est composé de 98% d'eau. Et ce dont on essaie de se séparer, c'est de la fraction eau. Donc en fait, on envoie sur des panneaux qui augmentent la surface de présentation et à l'air et à l'ensoleillement en gros du facteur 200, ce qui fait qu'on arrive à évaporer cette eau qui se trouve dans les lixivias et ainsi de se séparer de ce jus au lieu de le rejeter dans la nature comme c'était fait auparavant. Là, on est arrivé à travailler complètement en circuit fermé, c'est-à-dire qu'entre l'eau des déchets, l'impluvium et les bassins qui servent à les contenir, tout ce liquide travaille en circuit fermé et donc est évaporé. Saint-Laurent, comme la totalité des communes de Guyane, s'est trouvé un moment mis à l'index par l'Union européenne pour sa gestion des déchets. Cette période est révolue. Pour le moment, on est en pleine phase de mise en conformité. Donc je dirais que déjà sur le traitement des lixivias, on est capable de démontrer qu'on travaille en circuit fermé, ce qui est déjà une énorme chose, qu'on ne rejette plus dans le milieu naturel. Bon, maintenant, on a mis aux normes, on a un casier, vous verrez tout à l'heure, on est en train de faire l'étanchéité, ainsi de suite. On est aux normes européennes, je dirais, dans la conception.
Maintenant, au travers de l'exploitation, toute la zone avant reste à retravailler. On s'est d'abord occupé de la zone arrière de la décharge. Je dirais qu'à 3 ans, d'ici 3 ans, ce centre de stockage sera aux normes européennes et sera fier de l'être. Le site de Saint-Laurent est à l'unisson des contraintes qui résultent d'une démographie galopante. Aussi, les projets visent-ils un horizon de 30 ans. Ce qu'on cherche surtout à faire, c'est déjà dans un premier temps à créer des capacités de stockage pour les 3 années qui viennent, le temps qui nous est nécessaire pour préparer les dossiers d'autorisation d'exploiter, une extension, vous voyez la zone de forêt qui est dans le fond, où là on est en train d'étudier un stockage à 30 ans. C'est-à-dire avec vraiment, je dirais, mettre en place une infrastructure qui permette pendant une trentaine d'années, avec en parallèle des structures de récupération, de tri, de valorisation, mais au moins au niveau des capacités de stockage, les 30 années prochaines seront garanties. Ce vaste chantier ininterrompu est une entreprise de longue haleine qui n'a pas de date de fin, mais un budget qui s'élèvera sur 5 ans dans une fourchette comprise entre 12 et 14 millions d'euros. C'est un prix dont la valeur a aussi un caractère moral. La communauté de communes de l'Ouest guyanais a vraiment fait un énorme effort de mise en conformité et aujourd'hui peut commencer à être montré en exemple. Reste que le dissensus entre la CCOG et l'État n'est pas évacué. Pour le président de la communauté de l'Ouest, la question fait toujours problème. Elle m'empêche de dormir jusqu'à présent, et je pense qu'elle m'empêchera de dormir pendant longtemps. À l'échelle d'un territoire marqué par l'émiettement de l'habitat, l'électrification a été élevée à la dimension des 12 travaux d'Hercule. On dénombre aujourd'hui environ 200 écarts hors des agglomérations de l'Ouest. L'adaptation au milieu impose ses propres règles. Vous voyez même déjà sur le littoral comment les problèmes sont titanesques. Faire venir l'énergie, la répartir, assurer son bon fonctionnement, c'est un gros travail, celui-là, l'électrification rurale, l'eau potable aussi sur tout le territoire. Il faudra qu'on fasse preuve de beaucoup d'ingéniosité, de beaucoup d'innovation. La réponse se trouve dans le mix énergétique dont la configuration reste liée à l'évolution des technologies de ce secteur. Nous avons réalisé dans le sud de Maripasoula, le sud de la Guyane, au niveau des villages comme Touanké, Kayodé, Laé, etc., des systèmes de production d'énergie électrique hybrides, c'est-à-dire à la fois thermique et à la fois photovoltaïque. Donc je pense que nous irons pour traiter les écarts. Suivant le lieu où nous serons, nous allons utiliser les moyens d'énergie renouvelable qui existent. Là où on est peut-être inquiet, ce n'est pas tellement sur les systèmes à trouver, c'est sur la question des financements. Sur les 25,5 millions affectés à l'électrification rurale non reliée au réseau du littoral, la production a représenté 73% des investissements entre 2004 et 2016. Le réseau a absorbé les 27% restants de cette enveloppe. La programmation pluriannuelle énergétique tient à travers la CCOG un observateur attentif à l'égard des choix qui détermineront la stratégie du territoire dans ce domaine. Celle-ci sera analysée à la lumière du schéma de développement économique élaboré par la CCOG, dont le budget 2017 frôle les 80 millions d'euros. Ces chiffres se matérialisent dans des opérations très concrètes. Ce matin, on a inauguré un forum agricole et rural, donc l'agriculture a une place importante à ce niveau-là. Nous avons dans notre sol, bien entendu, des mines, enfin nous avons des ressources minières, donc il faudra là aussi aller voir comment que l'on pourra les utiliser au mieux. Immobilier d'entreprise, tourisme, agriculture, aménagement du territoire renvoient à une réalité marquée par une complexité rare à l'égard des règles administratives et financières. Pour autant, même si on a des moyens financiers, si on n'a pas des possibilités législatives, si on n'a pas une réglementation qui puisse nous permettre d'aller beaucoup plus loin en termes d'exploitation des moyens que nous avons, nous allons échouer. L'application formelle des lois et règlements reste quand même un exercice très très difficile.
Nous devons mettre en place absolument une ingénierie financière pour répondre à ces compétences et à ces défis, ce que nous faisons au sein de la CCOG. La source d'une inquiétude palpable se lit dans les écoles, les lycées, les rues de Mana, de Saint-Laurent ou de Maripasoula. Elle a les traits de la jeunesse. Nous avons des perspectives intéressantes, d'autant plus que la plus grande partie de la jeunesse se trouve chez nous. C'est une ressource qui peut être positive, mais si on ne s'en occupe pas, ça sera au contraire un élément d'explosion sociale. Comment contenir la menace d'un collapsus social? Léon Bertrand invoque le rôle des valeurs fondatrices. La première valeur, elle se base sur la solidarité. Et c'est ça qui nous a permis de nous retrouver. Notre force en même temps, c'est notre diversité. Nous avons une diversité extraordinaire quand on regarde Awala, population amérindienne, quand on regarde Grand Santi, population Djuka, quand on regarde Apato, population Bushinengue, mais Boni ou Papaïchton. On le voit bien aujourd'hui, l'Ouest devient le territoire où il faut être. Effectivement, ce n'est pas l'extérieur qui fera pour nous. C'est nous-mêmes qui ferons pour nous-mêmes. L'avenir et la jeunesse qui se confondent ont les traits d'une étudiante originaire de Saint-Laurent, titulaire d'un Master 2 en développement économique, ex-stagiaire à la CCOG. Sa spécialité, le marketing territorial. Le marketing territorial peut jouer un rôle de propulseur, notamment au niveau de la visibilité de l'intercommunalité, rendre la structure plus visible de manière locale mais aussi de manière régionale et vis-à-vis de l'international. Elle n'est ni chef de file, ni prétendante à une quelconque distinction communautaire. Nancy Martin s'est déjà inscrite sur le territoire et ce n'est pas la seule. Les jeunes qui partent à l'Hexagone, mais aussi ceux qui sont à Cayenne, qui sont en études supérieures, on constate que dans les années à venir, ces jeunes-là ont leur place, notamment en Guyane, mais aussi ailleurs. Et ce seront ces jeunes-là qui feront la Guyane de demain.